Bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus pour ceux qui sont là et qui ont bravé la neige. Donc l'association Fast and Curious, son équipe et moi-même sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la 6e édition des conférences Buzz-Off. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Fast and Curious est une association du CELSA qui a fêté ses 6 ans cette année. Nous sommes fiers de compter parmi nos rangs 45 rédacteurs qui sont par ailleurs tous étudiants en L3 au CELSA et qui chaque jour proposent une analyse critique de l'actualité de la communication, des médias et du marketing en France comme à l'étranger. Je vous invite d'ailleurs à consulter ces articles sur notre site et à aller liker la page Facebook ou pour ceux qui préféraient nous suivre sur Twitter. Voilà, on fait un peu de la pub. Ce soir, nous avons décidé de nous réunir pour parler d'une thématique très large, mais aussi particulièrement actuelle, celle de l'éthique. C'est une problématique qui soulève des enjeux majeurs, particulièrement dans le monde de la communication. En effet, c'est un thème qui fait débat dans de nombreux domaines, dans celui de l'entreprise, celui de la politique, dans notre rapport à la consommation ou encore dans notre façon de traiter l'information. Mais pour commencer, nous nous posons une question simple. Finalement, qu'est-ce que l'éthique ? Pour répondre à cette question, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 pour l'instant, qui ont accepté de venir nous parler de leurs recherches sur le sujet, mais aussi de leur expérience professionnelle. Tout d'abord, Nicole d'Almeida, professeure des universités au CELSA Paris-Sorbonne, docteure et chercheuse en sciences de l'information et de la communication au GRIPIC, auteure de nombreux ouvrages. Pour ceux qui préparent le concours, vous avez dû en voir certains dans la bibliographie, notamment Les promesses de la communication. Et nous avons également le plaisir de vous annoncer la sortie de son prochain livre, Communication durable, communication responsable, qui sortira du coup le 16 février. Voilà. Donc avec nous aussi également ce soir Bruno Georges David, qui est l'un des pionniers de la communication éthique, sociale, solidaire et responsable, fondateur de Communication sans frontières, et de l'Observatoire de la communication solidaire. Il a également travaillé dans les plus grandes agences de communication et collaboré avec de nombreuses ONG. Stéphane Billiet, qui est directeur de We Agency, agence spécialisée en relations publiques, qui est également administrateur du syndicat professionnel en relations avec Public Syntec Conseil, et qui est aussi co-auteur de l'ouvrage Communication, également présent sur la bibliographie du concours du CELSA. Et puis le 4e intervenant qui n'est pas encore arrivé, Assel Adari, qui est du coup président des alumni du CELSA, cofondateur de l'agence de communication Occurrence, ainsi que vice-président de l'association professionnelle communication et entreprise. Dans son dernier ouvrage Big ou Bug Data, manuel à l'usage des data déontologues, il met en garde contre l'utilisation des data par les entreprises. Donc, je vais vous présenter rapidement le format de la conférence. Donc, Nicole d'Almeida va nous faire une brève introduction pour présenter la notion de l'éthique et les enjeux qu'elle soulève. Puis, la conférence sera divisée en 2 tours. Le premier tour, je poserai des questions spécifiques à chaque intervenant en fonction de son parcours. Et au cours du 2e tour, nous aborderons des thèmes un peu plus transversaux. Et c'est aussi le moment au cours duquel vous pourrez, en tant que public, intervenir et poser des questions aux intervenants, si vous le souhaitez. Voilà, donc je vais laisser la parole à Madame d'Almeida. Merci de votre invitation. Félicitations pour cette association, pour sa vitalité, sa durée, sa longévité, son intelligence, son amour de la réflexion qui nous fait bien plaisir aussi. Donc tout ceci est très bien et bonsoir à tous et bravo encore d'avoir franchi tous les obstacles climatiques qui menaçaient, compromettaient votre venue parmi nous. Alors, on me demande de parler d'éthique en quelques minutes. La tâche est quasiment impossible, mais vous savez, dans nos métiers, puis en matière de communication, à l'impossible, nous sommes régulièrement tenus. Donc, nous allons faire avec. Et autour de cette question, je dirais 3 choses. Enfin, il y a 3 points que j'ai retenus et que j'exposerai très, très rapidement. Je ne vais pas vous assommer avec cette question d'éthique, mais en montrer l'actualité, la vivacité, l'acuité, la pertinence, la force, la difficulté aussi, très, très certainement. Donc pour cela, comme je le fais habituellement dans mes cours, pardon pour ceux qui m'ont déjà, connu dans mes enseignements, retour au passé, retour aux fondamentaux, et j'ouvrirai cette réflexion sur la question d'éthique par l'évocation du premier ouvrage dans la littérature et dans la pensée européenne ou occidentale, qui
pose la question de l'éthique et qui est l'ouvrage d'Aristote, fondateur sur bien des points, et qui est l'Éthique à Nicomaque, premier grand livre, quelques siècles, 5 siècles avant Jésus-Christ. Éthique à Nicomaque, donc, que produit Aristote, qui est une réflexion sur l'éthique à Nicomaque. Alors, c'est déjà la chose intéressante, qui est ce Nicomaque, ou qui sont ces Nicomaques? Il se trouve que Nicomaque, c'est à la fois le nom du père d'Aristote et le nom du fils d'Aristote. Donc ça, c'est intéressant. On est tout de suite avec ce titre situé dans la problématique intergénérationnelle, dans la problématique de la vie humaine, dans la problématique de la durée, dans la problématique de la transmission, dans la problématique de l'organisation de la vie en commun et du vivre ensemble. Donc cet aspect, il est caractéristique de la question éthique, qui est une question globalement sociale, une question en société, une question du vivre ensemble, et pas une question individuelle, intérieure, purement subjective, ce qui, correspondrait davantage à quelque chose comme la morale, qui effectivement s'intéresse beaucoup plus au ressort de l'action individuelle, au ressort alors caché, aux intentions secrètes, avouées, non avouées, vraies ou fausses, des actions que nous, que nous menons. Donc, je trouve très intéressant de parler plutôt d'éthique que de morale, parce que la question de la morale nous renvoie d'une certaine façon au fondement caché des choses, au fondement caché de l'ordre des actions et de l'activité humaine, ce qui est assez indécidable en fait. Vous savez, Kant, en son temps, disait à propos d'un commerçant, un commerçant honnête, pourquoi est-il honnête? C'est toujours un mystère de savoir pourquoi quelqu'un est honnête, pourquoi quelqu'un est sincère, pourquoi quelqu'un est juste. Et Kant, au sujet du cas du commerçant honnête, disait il peut être honnête parce que c'est un professionnel qui aime ses produits ou son service et qui s'en tient à une compétence et un amour du métier, un savoir-faire qu'il exerce parfaitement. Okay. Il peut être honnête pour une autre raison moins morale, etc., qui est la peur, du gendarme, la peur de la prison, la peur d'être pris. Donc la peur, une raison qui est moins noble. Et puis il peut être honnête aussi pour une raison qui est d'attirer ou d'appâter un plus grand nombre de clients. Donc il y a 1001 raisons qui nous font agir. On ne les connaît pas. Soi-même, peut-être nous-mêmes intérieurement ne connaissons pas toujours non plus les déterminations de nos actes. Donc la question morale et la question du cachet, la question de l'invisible est d'une certaine façon une fausse question. Donc travaillons plutôt sur le visible, travaillons plutôt sur les échanges tels qu'ils sont, sur l'honnêteté en acte telle qu'elle se manifeste, et il y a déjà de ce côté-là fort à faire. Donc l'éthique, ce n'est pas la morale individuelle cachée, mais une question, une manière d'être au monde, une manière d'être dans le monde, une manière d'être ensemble, une manière d'être à plusieurs, qui ne va pas de soi, qui ne va plus de soi, mais qui peut-être n'a jamais été de soi non plus. D'où l'intérêt, l'importance de poser, reposer, réitérer cette question qui se transforme au fil des évolutions sociales, au fil des évolutions techniques, j'en parle tout de suite. Et donc l'éthique comme dimension collective de l'action, comme cadre global d'une action et d'une vie en société, eh bien, je dirais que l'éthique, c'est toute la question, toute la problématique qui interroge la relation. C'est une problématique qui est une question de relation qui est fondamentalement une question de communication. Donc l'éthique comme question de relation pose la question de la relation à soi, de la relation aux autres, de la relation à son environnement. Et autour de tous ces points se greffent, se nouent des enjeux, des perspectives qui évoluent dans un cadre, contemporain, qui rend la chose plus aiguë, plus difficile, plus problématique, très, très certainement. Et donc, la difficulté vient, dans la modification de ce cadre, de nouveaux paramètres de l'action, que sont des paramètres spatiaux, changement d'échelle spatiale avec une globalisation, une ouverture des échanges, une ouverture globalement du monde et des relations possibles qui rend la chose problématique. Modification du cadre temporel avec une accélération, une intensification des échanges et très souvent une crispation sur l'instant
et un relatif oubli du passé et un certain obscurcissement de l'avenir. Donc ce régime temporel qui nous fait vivre dans un présent très très présent, certains parlent de présentéisme. Alors vous allez me dire où est le problème? Le problème, c'est que c'est cette focalisation sur le présent qui, comment dire, dramatise, rend toute situation présente éminemment aiguë, par oubli des solutions que fournit ou que fournissait le passé, par oubli de perspectives de construction, de dépassement dans l'avenir, etc. Donc cet enfermement dans le présent, il est, je dirais, chrysogène, c'est-à-dire que c'est le terrain parfait pour que nous vivions en permanence dans la crise. Et je dois dire que les communicants, Stéphane Billet le sait bien, les pratiques de communication sont de plus en plus des pratiques de communication de crise à cause de ce rétrécissement et de cet amenuisement temporel. Changement spatial, changement temporel, changement technique, technologique extraordinaire. Donc, un bon nombre de domaines, j'en retiendrai simplement 2 très rapidement. Le domaine du vivant, tout ce qui est autour des biotechnologies, toutes ces technologies du vivant qui se proposent de réparer, d'augmenter, de préserver, de modifier le vivant, qui pose des problèmes éthiques extrêmement importants. Je crois que c'est cette semaine que se réunit ou se réunissait, on est mercredi, que se réunit le Comité national d'éthique qui en matière de, comment dire, qui fait des choix sur des pratiques médicales, sur des grands choix de vie qui sont extrêmement délicates à prendre. Et puis dans le domaine technique, bien sûr, ce que vous connaissez très bien, c'est ce changement, comment dire, survenu avec la généralisation et avec l'avènement d'un monde digital, avec Internet qui brouille, qui modifie et qui croise les cartes d'une façon extrêmement difficile, puisque globalement, ce qui se passe avec cette digitalisation de nos vies, de nos activités, de nos échanges, c'est que s'introduit dans la logique traditionnelle, qui est une logique, disons, verticale, s'introduit cette possibilité, cette horizontalité des échanges qui rend le croisement difficile, problématique et toujours, comment dire, toujours incertain. Donc, modification des échanges et des cadres des échanges qui rendent l'ensemble de nos vies et de nos sociétés beaucoup plus fragiles, beaucoup plus complexes, beaucoup plus incertaines également que par le passé. Et dans ce cadre-là, les relations, que ce soit les relations à soi, doivent être travaillées. Vous voyez tout ce que l'on vous propose comme kit, alors de survie ou de vie, ou de gestion de soi, ou oui, toutes ces techniques de soi, pour reprendre un terme un peu à la Foucault, toutes ces techniques de soi qui vous permettent de vivre dans un monde éminemment, comment dire, difficile, tumultueux, incertain, et par rapport auquel vous pouvez être désorienté d'une certaine façon. Donc, relation à soi qui se travaille, des relations aux autres également, qui doivent être pensées, conçues, organisées, que ces autres soient les collègues, que ce soit dans l'univers professionnel où la question du management devient ou est une question aiguë, importante, délicate, qui se travaille mais qui se délite aussi en même temps, qui, comment dire, connaît ou s'accompagne d'un contexte de souffrance dans le travail, soit par pénurie, soit par excès, soit par négligence. Donc ces problématiques, comment dire, de la relation aux autres dans un cadre professionnel où interviennent des mesures autour de la qualité de vie au travail, par exemple, des relations aux autres à travers les objets connectés, par exemple, ou que ce soit des relations aux autres par rapport à une perspective politique ou, comment dire, toute une activité, tout un besoin de compréhension, de délibération, d'intervention, de participation se fait, comment dire, clairement, fait clairement jour dans une société qui ne supporte pas la passivité et qui souhaite comprendre, avoir une mainmise ou participer à la décision. Fragilisation, complexification aussi de la relation au contexte, à l'environnement, que ce soit l'environnement proche des communautés, que ce soit l'environnement naturel, que ce soit l'environnement plus lointain de la planète, où on fait l'expérience, comment dire, d'une certaine finitude
des ressources, où on fait l'expérience du dérèglement, où on fait l'expérience de la toute-puissance et des conséquences de la toute-puissance technique qui compromet un certain équilibre et qui nous annonce, comment dire, non seulement des climats assez étonnants, peut-être comme aujourd'hui, mais aussi, comment dire, des problématiques et des problématiques mondiales autour de la question de l'eau, autour de la question de la justice, qui sont, comment dire, de la migration, des déplacements de population, qui sont extrêmement importantes. Donc, dans ce contexte, je ne sais pas où j'en suis en termes d'horaire, il n'y a pas de... Encore une ou deux minutes. Dans ce contexte, je dirais qu'il y a une extension du domaine, alors peut-être pas, non pas de la lutte, comme l'écrivait Houellebecq en son temps, mais une extension du domaine de l'éthique qui, comment dire, se généralise et qui nous atteint, je dirais, de nos vies les plus intimes à nos vies les plus ouvertes et les plus planétaires. Et donc, cette introduction, ce développement, cette installation de la question éthique, je dirais quasiment à tous les niveaux de nos vies individuelles et de nos vies collectives, me semble assez caractéristique de notre époque. Et donc, c'est ça qui donne l'actualité particulière à cette question qui suppose, alors je dirais comme cortège important, pour faciliter les choix, accompagner les décisions, cela suppose une extension du savoir, cela suppose une progression des connaissances et un développement scientifique, je veux dire, intense. Vous voyez, par exemple, ce principe de précaution dont on parle et qui figure dans le préambule de la Constitution de la République française, donc dans cette charte qui installe le principe de précaution. Le principe de précaution, ce n'est pas un principe qui consiste à tout arrêter dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un doute, mais au contraire, c'est un principe qui invite à développer le savoir scientifique pour permettre d'affronter la difficulté nouvelle, le problème nouveau, le dilemme nouveau, la contradiction nouvelle qui se pose à nous. Donc, un principe de développement du savoir plus utile que jamais, un principe aussi de régulation ou co-régulation, je dirais, qui peut prendre la forme de la loi ou la forme des lois, ou qui peut prendre la forme de la déontologie, la forme d'un engagement volontaire d'individus, d'une profession, d'un groupe social, etc. Donc, besoin comment dire, besoin de régulation ou de co-régulation ou des régulations acceptées, c'est-à-dire d'installation d'un certain nombre de principes ou de normes ou de lois dans lesquelles les individus, les citoyens, les groupes sociaux se reconnaissent, qu'ils peuvent accepter, qu'ils peuvent pratiquer et qui permettent une régulation de l'action. Donc pour conclure, je conclurai enfin peut-être sur cette notion d'une communication responsable, sachant que ce terme de responsabilité, vous savez, vient du latin respondere, répondre. Donc une communication responsable, c'est une communication qui répond, qui sait répondre aux attentes de son temps, aux attentes de ses publics, aux problèmes, aux contradictions de son temps, sans phare, sans occultation, sans mensonge, avec un principe, alors ça a l'air un peu, comment dire, bébête ou naïf de dire ça, mais dire un principe enfin de sincérité dans le discours et dans les formes de l'échange qui nous semble, comment dire, quelque chose d'important à rappeler. Donc c'est sur cette idée d'une communication responsable que je conclurai, que j'achèverai cette intervention d'ouverture qui n'est qu'un cadrage et qui représente 3 petites gouttes dans l'océan de la question éthique qui anime des siècles de réflexion et de publication. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Nicole Dalméda. Donc, on va maintenant passer au premier tour de la conférence, donc avec les questions posées spécifiquement à chaque intervenant. L'un d'entre vous souhaite-t-il commencer en premier particulièrement ou... Okay. Donc, Bruno Georges David, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du rôle de l'Observatoire et de ce que vous faites concrètement au sein de Communication sans frontières? C'est un vaste sujet. Hein. L'Observatoire, c'est une structure assez informelle qui a pour but d'investiguer les questions relatives à la relation entre les médias et le monde associatif et la manière dont les discours se construisent depuis plus de 50 ans maintenant sur les questions liées à l'intérêt général, les grandes causes, la solidarité, la responsabilité, l'engagement citoyen, etc. Partant du principe que les mouvements d'intérêt généraux ne sont pas
hors sol et ne sont pas déconnectées finalement du bain dans lequel la communication évolue. Elles sont aujourd'hui d'actualité, elles sont centraux, on va dire, dans beaucoup de dispositifs, y compris marketing. Mais ça fait des années que les ONG ou que les structures, les mouvements, les partis politiques, les syndicats communiquent dans la sphère publique avec des règles qui ont beaucoup évolué, qui ont beaucoup changé. La communication politique, la communication d'intérêt général, la manière dont les médias sont devenus des intermédiaires dans la représentation de ce qu'est la citoyenneté, la bonne citoyenneté, la mauvaise citoyenneté, nous a longtemps intrigués. Et donc l'Observatoire a pour but d'essayer d'investiguer tous ces champs-là, avec une dimension qui est tout à fait spécifique aujourd'hui, puisqu'on a lancé un baromètre qui nous permet de mesurer la relation qu'entretiennent les Français et des publics européens en général avec les réseaux sociaux, ce qu'ils attendent de la communication des organismes dits non-profit, donc les associations, et la manière dont les professionnels communiquent, c'est-à-dire d'essayer de voir quel est le delta qu'il peut y avoir entre la pratique professionnelle et les attentes du public, notamment sur toutes les questions liées à l'information et à la communication, et qu'est-ce qui fait la différence entre info, communication, publicité, lobbying, propagande, fake news. Et donc pour nous, on est parti du principe tout bête de se dire qu'une ONG est un objet communicant, une structure communicante, et que rien ne la différencie aujourd'hui de principe d'une entreprise ou d'un média ou d'un homme politique. Voilà, c'est un objet communicant, et c'est à elle de prouver qu'elle a une dimension qui justifierait sa responsabilité ou son éthique dans la pratique qu'elle exerce en termes de communication. Donc voilà, donc ça c'est des débats sur lesquels on va trouver des champs de réflexion qui sont immenses. On a commencé il y a une quinzaine d'années. On ne pensait pas que ça deviendrait ce que ça est aujourd'hui, pour être très honnête. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de questionnement dans nos métiers qui ne touche pas à un moment donné à l'éthique. Alors dans l'éthique, pour faire un élément de différenciation par rapport à ce que disait Nicole tout à l'heure et qui me paraît fondamental, c'est qu'on va mettre plutôt, si vous voulez, dans la morale ce qui concernerait les valeurs et dans l'éthique ce qui concernerait les principes. Chacun ses valeurs, chacun sa morale, quelque part. Dans l'éthique, on est sur le vivre ensemble, on est sur du collectif, c'est-à-dire sur des règles qui sont des règles qu'on définit ensemble et qu'on s'approprie pour pouvoir vivre ensemble à un moment. Ce n'est pas figé dans le temps. Ce n'est pas une dimension qui est, je veux dire, insouciante aux générations, à l'histoire qui s'écrit dans différents pays, dans différentes périodes du temps. Donc l'éthique est en mouvement, elle est vivante. Ce n'est pas du tout un cadre figé, donc ce n'est pas quelque chose de très plombant, au contraire. C'est très dynamique. Or, souvent, en Occident, on considère que l'éthique, c'est quelque chose d'un peu lourd à gérer. La déontologie étant une forme, on va dire, un peu aboutie, notamment professionnelle, de ce que peut être un cadre éthique. Mais l'idée, c'est d'avoir une réflexion, une espèce de regard tout le temps porté sur ces pratiques et sur l'environnement dans lequel on exerce ces pratiques. Donc l'observatoire fonctionne dans ce dimensionnement-là. Voilà. Et Communication sans frontières est une émanation, on va dire, de l'observatoire, où à un moment donné, on s'est dit, c'est bien beau de réfléchir à tout ça, mais c'est quoi les bonnes pratiques, comment fonctionnent les agences, comment fonctionnent les médias, les praticiens et autres. Et donc, on a créé le Grand Prix de la communication solidaire. On n'est pas censeur, parce qu'on ne veut pas en faire partie, on est organisateur. Et on a demandé à des professionnels, donc un jury qui se renouvelle tous les ans, avec des journalistes, des marketeurs, des gens issus du digital, des gens issus du monde associatif et des marques, de venir exprimer ce qu'ils considèrent comme étant une communication responsable, une communication éthique dans une année qui est très différente l'une à l'autre. Hein. Les crises sont très différentes d'une année sur l'autre. Et donc, ils remettent des prix à des structures. Après, on a d'autres activités qui sont moins connues, qui sont des activités. Donc, il y en a une qu'on vient de lancer qui s'appelle Hack for Value, par exemple, qui est fait avec des hackers, dont le but est d'essayer de soumettre en fait les structures de non-profit à du hacking pour éprouver leur dispositif de solidité par rapport à des intentions
qui pourraient être de voler des données personnelles, avoir des informations sur des donateurs, sur du personnel, sur des bénévoles, etc. Et faire en sorte que les ONG soient beaucoup plus conscientes et concernées par la problématique des datas. Et là, vous avez un paradoxe éthique qui se pose immédiatement. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que font les ONG de nos datas personnelles? Parce que quand vous êtes chez Bouygues et que vous entendez que Bouygues s'est fait voler tout son carnet d'adresses, ma foi, le risque est où? Il y a un risque commercial évident. Mais éthiquement, vous dites, bon, on va essayer de me fourguer un autre forfait, on va essayer de m'envoyer un peu plus de mailing, etc. Maintenant, quand vous êtes un soutien d'Amnesty International, vous êtes le soutien d'une cause qui est plutôt tendue dans un pays tendu, vous n'êtes pas forcément ravi de savoir que votre nom, votre adresse et un certain nombre d'autres informations vont tomber dans des mains qui sont parfois hostiles à la cause que vous défendez. Donc on n'est plus du tout dans le même registre. Or, la liberté d'expression va faire que vous allez dire, oui, mais attendez, les associations, ce n'est pas le commerce, laissez-les tranquilles, ça n'a rien à voir avec la CNIL, on ne va pas commencer à protéger nos fichiers, c'est quoi ce flicage, c'est quoi ce truc du ministère de l'Intérieur. Or, là où on devrait être les plus exemplaires sur la protection des données, c'est dans les ONG, ce n'est pas dans les entreprises, c'est d'abord dans le circuit des structures dites non-profit, structures politiques, structures confessionnelles. Voilà. Donc l'engagement citoyen que vous allez porter, à un moment donné, peut vous porter préjudice. Et ce préjudice peut être beaucoup plus dangereux que celui de savoir quel forfait vous avez chez Bouygues ou chez Orange. Donc vous voyez les périmètres dans lesquels on se trouve, c'est-à-dire on peut discuter beaucoup sur les entreprises, le cadre des entreprises, la législation des entreprises, mais là où se courent les risques, c'est pas vraiment là où le débat se fait. Donc nous, on va essayer de réorienter le débat, et Communication sans frontières essaye d'être vraiment un poil à gratter là-dessus, c'est de dire les ONG doivent être les premières de la classe sur les responsabilités citoyennes. Donc quand une ONG communique, je mets plus de pression sur la manière dont l'ONG communique que sur la manière dont Coca-Cola va communiquer. Ça m'importe moins parce que, si vous voulez, Coca-Cola, il est dans un registre qui est un registre de publicité. Et on sait qu'il est dans la publicité. Il n'est pas sur un autre registre que celui de la publicité. Il devient dérangeant quand il sort de ce registre-là. Or, une ONG, elle n'est pas dans la publicité. Elle ne vend pas du ketchup ni de la mayonnaise. Pourtant, elle utilise exactement les mêmes techniques, les mêmes modalités opératoires. Et c'est là où les questions éthiques se posent. Voilà, pour schématiquement rappeler l'environnement dans lequel on évolue, nous. D'accord. Donc, avec l'Observatoire, on a plus une posture donc, analytique des discours et des dispositifs. Et puis ensuite, avec Communication sans frontières, du coup, c'est plus de la mise en œuvre, l'action qui est faite par rapport à ça. Donc, les deux se nourrissent l'une l'autre. L'un et l'autre. Selon vous, quels sont, donc vous avez parlé de la protection des données, mais quels sont les autres enjeux actuels auxquels doivent faire face les ONG? Alors, il y en a beaucoup. On va essayer de les résumer assez rapidement. Je vais peut-être en oublier, parce qu'il y en a au moins une dizaine. Il y a celui de la mondialisation, de la dématérialisation et de la numérisation. Il y a une époque où quand vous communiquiez localement. La presse quotidienne régionale permettait, par exemple, de cibler très précisément les informations que vous voulez donner au nord de la France, à l'est, à l'ouest, pour schématiser, caricaturer. Aujourd'hui, le monde, il n'est plus comme ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont ouvert complètement les frontières, et à partir du moment où vous communiquez dans le monde entier, même si ça ne concerne pas le monde entier. Mais une information qui pourrait être justement locale va devenir mondiale. Or, cet écroulement des frontières, que les sans-frontiéristes, notamment dans les ONG humanitaires, ont appelé de leur vœu depuis des années, provoque en fait des séismes qui sont des séismes d'incapacité à vivre dans le monde dans lequel on est, puisque j'expliquais tout à l'heure ce que j'appelle la géopolitique des consciences, c'est que quand vous grandissez dans un environnement où vous avez été baigné dans la communication, baigné dans la publicité, baigné dans les iconographies, vous jouez des iconographies, vous avez des fois au 2e, au 3e degré, et que ces mêmes images passent dans des pays où il n'y a pas de publicité, ou très peu, où l'iconographie n'est pas un champ d'expression créatif, graphique ou publicitaire, vous prenez souvent l'image au 1er degré. Donc à partir du moment où vous la prenez au 1er degré, mais c'est que ce n'était pas l'objet de la création de l'image, vous créez des ruptures dans les prises de conscience qu'il y a dans les informations que vous divulguez. Or, aujourd'hui, les nouvelles technologies
créent ces séismes de façon permanente, puisque vous êtes soumis vous-même à des images sur lesquelles vous avez des a priori, ou vous avez des présupposés, où vos valeurs morales, religieuses, confessionnelles, civilisationnelles vont faire que « Ah non, chez moi, ça, c'est pas possible. » D'accord ? Ces enjeux-là, ils sont majeurs aujourd'hui en termes de responsabilisation des gens qui produisent du contenu. On ne peut pas dissocier aujourd'hui les outils qu'on utilise du contenu que l'on va mettre dans ces outils-là, en disant bah, « écoutez, moi, je produis du contenu, et puis après, on verra bien où ça part. » Et à une époque, le contenu, il était très localisé, comme je vous l'expliquais. Et on ne parle pas, quand vous voyez la difficulté que peuvent avoir les Marseillais à accepter un match avec les Parisiens, vous imaginez bien que ces ondes de tension qu'il peut y avoir sur des sujets bien plus importants qu'un match de foot peuvent provoquer à l'échelle internationale. Donc ça, c'est un enjeu majeur, la responsabilisation des équipes qui produisent, qu'elles soient journalistes, qu'elles soient créatives ou qu'elles soient rédacteurs dans des agences de publicité, c'est fondamental. Cette prise de conscience-là, elle est fondamentale. La deuxième, c'est beaucoup de gens vous parlent de rapidité ou d'instantanéité. Moi, je ne parle même plus de ça, je parle de simultanéité. C'est-à-dire vos générations, à l'inverse des miennes et celles de mes parents ont connu un monde de communication qui était une chose après l'autre. Et ils ont vu, pour regarder pour les plus anciens, on a connu le bebop, le Minitel, une chaîne de télé en noir et blanc, etc. Et puis c'était une deuxième chaîne, et puis une troisième chaîne, et puis la couleur. Et puis aujourd'hui, vous n'êtes même pas dans l'instantanéité, c'est-à-dire c'est pas au moment où je vous parle que ça se déroule, c'est au moment où je vous parle que 8 choses au moins se déroulent. Et dans vos activités, vous faites plusieurs choses à la fois. Ne serait-ce qu'en m'écoutant, vous tapez sur votre ordinateur, vous pouvez peut-être regarder un film, envoyer un SMS. Quand on enseigne dans les facs, on voit souvent des étudiants manger en même temps qu'ils sont dans les salles, boire. Je ne sais pas ce que vous faites derrière votre ordinateur. Ce que l'on sait, c'est que vous faites plusieurs choses à la fois. Ces plusieurs choses à la fois réduisent les capacités cognitives du cerveau de pouvoir bien assimiler ce qu'on est en train de vous dire. Donc ce que je vous dis, je suis obligé de le réduire en 140 caractères. Parce que sinon, vous ne me captez pas, parce que vous faites trop de choses en même temps. Donc si je veux communiquer, vous parlez des droits humains, pour vous parler des Rohingyas, pour vous parler de je ne sais quoi, j'ai 140 caractères. Je n'ai pas 4 pages dans le monde. Hein. J'ai 140 caractères entre la mayonnaise et le ketchup. Ça, c'est un enjeu aujourd'hui. Je suis dans les mêmes espaces que la publicité, je suis dans les mêmes médias que n'importe qui, je ne parle pas de la même chose, mais j'ai les mêmes outils et j'ai le même environnement. Donc, pour vous parler du ketchup, je n'ai même pas les mêmes moyens que Heinz, ou je n'ai pas les mêmes moyens que Renault, ou que Nestlé, ou que L'Oréal. Je n'ai pas d'argent. Pour vous parler des droits humains, du changement climatique, de votre responsabilité en tant qu'individu, j'ai très peu de choses. Je n'ai même pas d'espace. Le seul espace que j'ai pour le faire, c'est celui de la publicité. J'ai, pour les plus anciens, pareil, 45 secondes, 30 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Aujourd'hui, c'est 8 secondes sur Facebook. Au mieux, j'ai pas de son, j'ai 8 secondes et j'ai des surimpressions. Parce que vous regardez l'information dans le métro, en marchant, etc. J'ai 8 secondes pour vous parler de ça. Donc vous voyez bien que l'enjeu, il est réduit dans les espaces d'expression à sa plus simple expression. Après, vous avez d'autres enjeux qui sont beaucoup plus liés à la responsabilité citoyenne des marques. Les marques sont intelligentes. Enfin, les entreprises qui activent les marques sont intelligentes. À partir du moment où la responsabilité, la citoyenneté, l'intérêt que peuvent avoir les individus pour l'engagement des marques est un élément essentiel du choix du produit et de la marque, pourquoi les marques s'en priveraient? Pourquoi elles s'en priveraient? Elles ne sont pas suicidaires. Donc à partir du moment où elles vont considérer que vous avez une attention particulière sur là où le produit a été fabriqué, dans quelles conditions il a été fabriqué, est-ce que c'est équitable, est-ce que c'est pas équitable, est-ce que ça a un impact social positif ou négatif, les marques elles vont essayer de bouger dans ce sens-là. Et ce n'est pas que du dimensionnement, de la responsabilité des ONG qu'appartiennent le futur du monde. Ça appartient aussi aux gens qui fabriquent des produits, comme ça appartient aux médias, aux politiques. Donc il n'y a pas de monopole du cœur, d'une certaine manière, comme le disait, je crois que c'était Giscard d'Estaing. Donc, ou Rocard, voilà. Donc ça c'est un point important parce que
Après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que c'est un prétexte à communiquer? Ça, j'en parle même pas, on pourra peut-être le détailler. Mais il n'y a pas d'espace qui ne soit pas réservé aux marques. Gardez en tête que cette déflagration, elle est venue grosso modo de l'époque de Benetton, qui avait fait, il y a plusieurs dizaines d'années, des campagnes sur des questions sociopolitiques. Racisme, xénophobie, travail des enfants, pollution, prostitution, tout y était passé. Révolte des consommateurs, vitrines brisées, procès complet à la marque dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'on reprochait à Benetton? C'est d'être sorti du champ de l'expression commerciale. Une marque n'a pas à rentrer dans le champ de la citoyenneté, du politique ou du social. Regardez aujourd'hui ce que les consommateurs demandent. C'est complètement l'inverse. C'est soyez responsables, parlez-nous de la xénophobie, de la diversité, du changement climatique, et si vous ne nous en parlez pas, c'est vous qui êtes irresponsables. Comment voulez-vous qu'une entreprise, entre ces deux temps, arrive des deux mouvements de balancier à trouver un équilibre à peu près juste pour trouver sa place dans un espace sur lequel ni les politiques, ni les médias, ni les ONG n'arrivent à trouver la leur? Parce que toutes les ONG ne sont pas d'accord sur la place de la communication dans leur dispositif. Pas croire que c'est un bloc homogène. Donc vous voyez les enjeux, là, pour en citer que quelques-uns, il y en a bien d'autres encore. La digitalisation, la maîtrise des outils digitaux, la collecte, les modes de financement, il y en a énormément. Mais si on prend au moins ceux qui sont liés à l'éthique et à la responsabilité, moi je ne dissocie pas, si vous voulez, dans mes référents éthiques et déontologiques, le travail du communicant dans la sphère sociale, politique, syndicale ou associative, de celle du journaliste. Je pense que c'est le meilleur référentiel qu'on peut avoir. Je ne suis pas dans le Marcom, je suis dans l'Infocom. C'est très différent. Ça veut dire que là-dessus, on pourra peut-être en parler. Il y a des référentiels qui ne sont pas les mêmes. Et je ne jette pas la pierre du tout au Marcom. Il y a plein de choses qui sont formidables et qui sont faites, mais on n'est pas dans le même environnement, on n'est pas dans la même sphère. Du coup, merci pour votre réponse. Je vais pouvoir en profiter pour faire un parallèle avec la question qui vous concerne maintenant, Stéphane Piguet. Par rapport du coup à votre ouvrage que vous avez publié en 2009 chez Duno, les relations publiques, refonder la confiance entre l'entreprise, les marques et leur public. Donc, il est question du rôle essentiel des relations publiques que vous décrivez comme une technologie sociale de la réconciliation. Du coup, quels en sont les nouveaux enjeux? Quelle actualité? Alors, ça me fait penser à la phrase de Jouvet quand on lui disait quoi de neuf, il disait Molière. Donc, une espèce de permanence, d'espèce d'impossible réconciliation. C'est pour ça qu'on fait des RP toujours et encore, puisqu'effectivement, il faut rendre possible ce vivre ensemble entre des logiques de société et des logiques de marché, entre des opérateurs économiques et des foules sentimentales, entre les uns et les autres. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Parce qu'en fait, ce sont les sujets qui peuvent bouger, les problématiques qui vont apparaître de manière plus cruciale, mais je dirais les principes, les ressorts et toutes ces dynamiques de l'opinion qui font qu'il y a ces tensions-là, elles ne bougent pas tellement. Il y a réellement toujours besoin de retrouver de la réconciliation pour que ça soit possible d'avancer ensemble. Et finalement, ce qui n'est pas nouveau et nouveau sans cesse, c'est effectivement ce besoin de faire entendre des positions à des parties prenantes qui voient les choses d'un œil différent. Donc, je dirais, on parlait tout à l'heure morale, éthique, déontologie. Finalement, le praticien des relations publiques, il est, je dirais, dès le moment où il a fait le choix de cette profession, confronté à un problème moral, puisque de fait, et les gens des ONG ont tendance à venir nous voir comme des fabricants du mensonge, de la manipulation. Donc, déjà, il y a une question morale. Si on dit que c'est les valeurs individuelles, est-ce que moi-même, en tant qu'individu praticien, je me sens bien ou je suis questionné dans mes valeurs? Première question. Deuxième question éthique, comment je pratique ça? Une fois que j'ai dit, bon, d'accord, finalement, c'est pas si terrible que ça, et j'ai des bonnes raisons d'y venir, puisque la réconciliation est
peut-être un des enjeux, une des motivations qui vont me mettre en marche personnellement dans cette activité-là. C'est effectivement l'éthique et les pratiques, les principes, comment je vais appliquer ça. Et puis, à l'échelle confraternelle, tous ceux qui, au sein de Syntec RP et dans les associations professionnelles réfléchissent, c'est comment on traduit ça dans des principes déontologiques et comment on s'y retrouve avec, je dirais, à chaque fois un autre qui peut être un autre jeu quand on est sur la morale, un autre, les parties prenantes qui, sur l'éthique, se confrontent, et puis aussi, en termes de déontologie, un autre qui est le client, qui peut nous emmener à faire des choses qui seraient hors de la morale, hors de l'éthique ou hors de la déontologie. Et c'est bien pratique d'avoir des textes qui justement nous permettent de dire ce que vous me demandez, client, c'est pas dans la règle, c'est pas dans la norme, c'est pas dans la déontologie. Donc je peux d'une certaine manière non seulement faire valoir que je trouve ça pas bien, que d'un point de vue éthique, c'est pas comme ça qu'on devrait faire, mais qu'en plus, ça contrevient. Donc vous voyez que le triptyque morale, éthique, déontologie, moi je le vis dans ma pratique professionnelle comme quelque chose qui est réellement lié. Il n'y a pas d'un côté une chose ou une autre. Pour répondre à votre question, effectivement, on s'interroge beaucoup sans cesse sur les sujets qui nous arrivent. Et si je prends un exemple concret, un peu ancien, comme ça il y a moins d'enjeux. Quand des études scientifiques ont été publiées en juillet, il y a une bonne dizaine d'années, sur le caractère cancérogène de l'aspartame, moi je travaillais pour Canderel à l'époque, on s'est interrogé sur la validité de ces études scientifiques qui tendaient à prouver qu'il pouvait y avoir un risque pour la santé des consommateurs et des consommatrices. Et donc, à titre personnel, on s'est dit, mais est-ce que c'est bien de défendre cette entreprise et cette marque? C'est un peu la morale, là, le bien, le mal. Est-ce que d'un point de vue éthique, je peux réellement mettre en place mon professionnalisme au service de ce client? Et on en est arrivé à une position qui a consisté à agir aux côtés du client parce qu'on avait trouvé des raisons qui nous semblaient finalement pouvoir autoriser ça. Donc c'est vrai que ces questions-là, elles portaient à ce moment sur l'aspartame et un risque pour la santé, mais elles portaient hier sur d'autres sujets qui touchent à la santé, à la sécurité, au respect des personnes, aux droits humains, etc. Et elles porteront demain sur l'environnement, je ne sais trop quoi d'autre. Donc quelque part, si vous voulez, toutes ces choses-là, elles sont permanentes dans le besoin de trouver un mode opératoire qui réconcilie les uns et les autres sur des sujets qui rendent acceptable au final une position de marché, une position intellectuelle, morale, etc. Il y a là, je dirais, un enjeu qui ne bouge pas. La question éthique, elle est permanente. D'accord. Du coup, en tant que personne qui travaille dans les relations publiques et dans votre agence, on entend souvent parler, l'opinion publique un peu sur la communication et les relations publiques est relativement négative, c'est de la com, comme on dit. Quelles sont, selon vous, les causes ou les manquements qui font que nous en avons une si mauvaise image ? C'est-à-dire à quoi aspire finalement la société qu'est-ce que vous préconisez comme nouveau type de relation entre l'entreprise et ses publics pour que ça change, ça évolue? C'est une question difficile parce qu'effectivement, qui dit communication dit intention, dit stratégie de communication et donc nécessairement biais ou en tout cas angle. Les journalistes prennent des angles eux aussi pour traiter des sujets et il y a bien une hiérarchie de l'information. Donc d'une certaine manière, il y a là une décision qui va avoir un impact sur la compréhension, sur l'appropriation de ce qui est porté. Donc ça, c'est premier. Donc déjà, la communication, c'est suspect parce que ça vous dirige l'œil vers une direction plutôt que vers une autre. Ensuite, il y a quelque chose qui revient toujours dans les études, c'est la question de l'authenticité, avec l'idée que les communicants ne parlent jamais de ce qui fâche.
Ils vont toujours chercher ce qui est positif, favorable, et n'ont même pas peur parfois d'aller dans le superlatif. Et là, évidemment, méfiance, parce qu'on se dit non, tout n'est pas aussi beau, tout n'est pas aussi propre, tout n'est pas aussi bien. Donc il y a nécessairement des choses qui ne sont pas dites. Et donc, on se rend compte que ce qui peut changer les choses dans l'acceptation de la pratique de communication, c'est finalement la sincérité, certes, mais l'authenticité. On doit être capable de vérifier comme un acte authentique chez un notaire que ce qui est dit est réel et vérifiable. Et c'est là souvent où le bât blesse, parce qu'on n'a pas un chemin aussi long. Tu disais tout à l'heure, maintenant on dit les choses en 140 caractères ou en 8 secondes, etc. Et donc c'est compliqué de répondre à des enjeux ou à des attentes d'authenticité, de sincérité, d'exhaustivité sur les contenus, et puis de communication dans un temps court, dans un format contraint, dans des moments où effectivement le point de contact va être fugace et potentiellement un peu éruptif, puisque, en effet, il va y avoir une réactivité de certains sujets. Là, typiquement, un client vient de se faire attraper parce que il sortent une chips pour les femmes. Voilà, donc vous voyez de qui il s'agit. Voilà. Donc voilà, il y a un sujet en ce moment sur, je dirais, le genre. Et ben, effectivement, un produit marketing qui dit on a trouvé qu'il y avait des différences de comportement dans la consommation de ce produit-là, et du coup, on pense apporter une réponse. Je ne sais pas si c'était malin ou si c'était opportuniste, ou si c'était... Mais enfin, en tout cas, c'est mal reçu. Donc, ouais, il y a toujours comme ça cette espèce de tension qui fait que la communication, elle est empreinte elle-même de reproches, de mise en cause. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? J'ai envie de dire, proposer qu'on en donne un peu à ceux qui en veulent un peu plus à ceux qui en veulent un peu plus, et puis beaucoup plus à ceux qui en veulent beaucoup plus. Et les relations publiques sont capables de ça, puisqu'effectivement, on va avoir le temps de la pédagogie, au lieu, par exemple, de faire une communication très très courte, pour ceux qui en voudraient plus. Eh bien, venez, journée portes ouvertes, colloques, débats, conférences de citoyens, conférences de consensus. Les formats relationnels permettent d'aller vers ça. Mais après, encore faut-il que les gens en aient le temps, l'envie et fassent la démarche. Mais je dirais la technologie sociale, puisque vous aviez la gentillesse de rappeler ça, elle est là, on peut l'utiliser. Et pour terminer et laisser la parole à Nicole, c'est le pire comme le meilleur. La question de l'éthique, c'est comment je m'en sers et qu'est-ce que j'en fais. Je veux bien rebondir sur cette question c'est de la com et de cette dévalorisation, de cette image négative des métiers de la communication, là, en ce moment depuis quelque temps. Je pense qu'en fait, c'est le signe d'une culture de communication très intégrée, très développée, donc d'une maturité des publics ou de l'opinion sur ces pratiques de communication qui sont maintenant des pratiques anciennes, et que donc plus personne n'est dupe. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a effectivement un doute qui n'a rien de scandaleux non plus sur des décennies de discours, de pratiques. Quand on regarde le passé, enfin, je veux dire que on trouve des choses quand même qui sont un peu bizarres par endroits, par moments. Donc cette accusation, c'est de la com, c'est une vigilance des publics, c'est un regard éclairé d'une certaine façon, c'est un regard interrogateur qui, interpelle des praticiens ou des commanditaires de campagne qui ne peuvent plus se faire naturellement, ni comme avant, ni aller de soi. Rien ne va de soi. Donc, je rebondis là sur un terme que comme dire Bruno Georges utilisait il y a quelques minutes, qui est la question de la communication hors sol. Je pense que la communication hors sol s'est pratiquée pendant longtemps avec ces éléments de langage, des choses dégagées du contexte, désancrées, déterritorialisées, ça, loin de l'expérience, éloigné de l'expérience individuelle, de l'expérience collective. Et qu'il faut aujourd'hui, ça c'est le défi pour les communicants, c'est plus difficile d'être communicant aujourd'hui dans un contexte de méfiance, de doute et de suspicion qu'auparavant,
où on pouvait, comme ça, quand on regarde, quand on passe ces images de, comment dire, de films et de campagnes américaines sur le tabac des années 50, on est écroulé de rire. Comment c'était possible? Enfin, c'est très, très étonnant. Donc, il faut aujourd'hui, enfin, il ne peut plus y avoir de communication hors sol, une communication qui doit, comment dire, s'ancrer sur les problématiques liées à ces produits, liées à ces services, qui ne peut pas ignorer, comment dire, la violence, la pauvreté, la misère, enfin, qui ne peut pas être dans un monde radieux avec un discours, comment dire, prophétique et annonciateur comme ça. Donc, l'ancrage de la communication, c'est ça aussi la communication responsable, c'est une communication réconciliée avec l'expérience humaine en général et pas avec simplement l'expérience d'un produit, l'expérience limitée d'un produit. J'abonde complètement. Dans les enjeux dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie des enjeux aujourd'hui. Il n'y a plus de différence entre communication corporate et communication dite commerciale. Pour vous, c'est un très très bon exemple. C'est-à-dire aujourd'hui, la communication corporate, c'est la capacité que Nike a à vous garantir que ces usines ou que les personnes qui travaillent dans ces usines sont dans des conditions acceptables. Il fut une époque, ce n'était pas le sujet. C'est-à-dire, c'était dans les pages roses du Figaro, vous aviez des articles pour vanter la gloire de l'entreprise Nike. Pas les conditions de travail des employés. Et puis de l'autre côté, vous avez la publicité commerciale qui vous vendait la paire de Nike à X centaines de francs. D'accord ? Aujourd'hui, ces deux types de communication, elles sont intimement liées. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus dissocier l'impact de la communication commerciale d'une communication corporate parce que vous voulez avoir la certitude que ce qu'on vous raconte, ce n'est pas que de la com. C'est que derrière, il y a un raccrochement effectivement à la réalité de la production du produit et que l'illusion de la publicité, parce que la publicité c'est une illusion, elle est effectivement toujours sur des registres positifs, ce qui n'est pas le cas de l'intérêt général ni des grandes causes, j'y reviendrai. Mais la publicité, elle fabrique de l'illusion du bonheur, l'illusion du choix, et c'est très bien que ça fonctionne comme ça, c'est très normal. Par contre, le consommateur va demander à ce que ce soit tout à fait rattaché à une réalité aujourd'hui qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 10 ans, où les entreprises étaient carrément schizophrènes, c'est-à-dire qu'elles pouvaient raconter un discours dans les pages roses du Figaro et puis en raconter un autre à leurs consommateurs. Aujourd'hui, c'est plus possible. J'aurais juste ajouté quelque chose là-dessus, sur le fait que, en fait, tout à l'heure, on se disait, est-ce qu'il y a une actualité où des choses changent? En fait, ce qui change aussi pour les communicants dans leur pratique, c'est les attentes qui leur sont adressées, ou qui sont adressées aux marques, aux entreprises, aux organisations non gouvernementales et autres. En fait, les relations publiques, pour parler de ce que je connais le mieux, ont été inventées pour répondre. Donc il y a une idée de respondere, c'est-à-dire de répondre aux questions qui étaient posées. L'opinion posait des questions, ou s'émouvait, ou s'indignait, ou voulait savoir, etc. Et donc, puisque dans un monde démocratique, sur un marché ouvert, il y avait cette aspiration à savoir, on l'a même posé comme un droit de savoir, alors il y avait un devoir de réponse. Et puisque c'était un devoir, autant en faire quelque chose de stratégique, de maîtrisé, et qui allait construire de la valeur. Et donc c'est ça qui, quelque part, conduit à une prise de position sur de la communication dite corporate, et qui était à l'époque, à la charnière du 19e et du 20e siècle, un besoin de répondre à l'opinion. Et puis progressivement, avec la montée en charge des attentes sociétales, il s'est plus seulement agi de répondre aux questions, mais il fallait répondre de ses actes, de la manière dont on fait les choses, de la manière dont on opère, que ce soit en termes de sourcing, en termes de fabrication, en termes même de commercialisation et de publicité. Tu citais Benetton tout à l'heure. Effectivement, c'était même des questions sur la manière de faire ça. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement la qualité du produit, son origine, c'est aussi la manière de vendre, le prix, les labos pharmaceutiques qui vendent trop cher certains produits. Donc tout est concerné par des questions que l'opinion va poser. Et donc, il s'est agi à un moment de répondre de. Et c'est là où on a basculé dans la communication responsable. Et c'est vrai qu'on n'a qu'un seul mot en français pour dire responsabilité. En anglais, il y en a deux. Et effectivement, il y a l'idée de responsiveness et de responsibility qui sont complémentaires. Et c'est intéressant cette subtilité parce qu'effectivement, on voit bien qu'il s'agit toujours dans la communication d'apporter des réponses. Et ce qui va être
apprécier, évaluer, réputatio, en latin c'est l'évaluation, hein. Donc ce qui va être apprécié, évalué, c'est la qualité de la réponse, son authenticité, sa valeur, sa pertinence, etc. Et puis son côté ancré. Et de ce fait, ce qui a pris le pas récemment à la faveur de ces attentes de responsabilité, c'est la réputation sur l'image. Et d'une certaine manière, l'image, elle continue à être fabriquée, façonnée, projetée, gérée, etc. Mais on sait que derrière l'image, c'est peut-être un peu moins joli. Et donc, on s'intéresse de plus en plus à la réputation. Et c'est là où il y a ce distinguo intéressant dans l'actualité de la communication. C'est plus de relations, plus de réputation. Donc, d'une certaine manière, c'est la minute militante, DRP. Voilà, vous m'avez vu venir, c'est qu'effectivement, on va de plus en plus vers des besoins de quelque chose qui n'est pas strictement de la communication au sens projeté, publicitaire, mais réellement de cette technologie sociale. On n'a jamais autant parlé de social media, de socialisation, etc. Donc il y a là vraiment un enjeu qui se pose sur la manière de faire société et donc de créer des conditions de relations qui soient confiantes et construisent de la valeur non seulement économique, mais de la valeur sociale. Et c'est là où on a, je crois, un enjeu pour répondre avec un peu de retard à la question de tout à l'heure. D'accord. C'est justement là, du coup, c'est dommage que M. Hadari ne soit pas présent parce que pour le coup, il aurait pu tout à fait apporter des questions intéressantes sur le sujet. Aussi, parce que, voilà, du coup, par rapport... On va lui dire que c'est pas normal qu'il ne soit pas là pour parler de déontologie, lui qui a publié un bouquin sur effectivement la déontologie des data et inventé un nouveau métier, hein, le data déontologue. Alors, est-ce qu'on peut rebondir là, sur la question de Nicole tout à l'heure sur la réputation de la com? Parce que c'est une question, la réputation de la com. Nous, on a on pense qu'il est fort possible que ce soit le troisième métier qui en prenne plein la figure après celui de politique et de journaliste. Parce que finalement, dans com, ça ne veut rien dire. C'est un mode publicitaire, on va dire. C'est quand les agences de publicité ont commencé à toucher à toutes les techniques de communication, sauf l'information en tant que telle. Il a bien fallu qu'elles trouvent un mot pour dire qu'elles ne faisaient pas que de la publicité. Et donc, elles se sont prises à dire on fait de la communication, on fait des RP, parce qu'elles ont racheté des agences de RP, on fait de la création, on fait du digital, voilà, et puis on met tout ça dans un gros panier qui s'appelle la communication. Or, il y a une différence notable entre l'information et la communication. Je vais essayer de vous donner comme élément d'enjeu tel qu'on le décrypte nous. On va considérer que les marques font de la communication, ce n'est pas un problème, elles font du marketing, etc. Et elles considèrent aujourd'hui, à raison, que l'information est un enjeu de commerce pour les consommateurs. Donc les consommateurs ont besoin d'informations sur les produits qu'ils consomment. Donc elles vont se mettre à faire de l'information, ce qui ressemble à de l'information. Donc vous avez des marques qui sortent du marketing, des entreprises qui sortent du marketing pour aller vers la communication et un peu plus vers l'information. D'accord ? Puis de l'autre côté, vous avez des ONG ou des mouvements qui sont dits non-profit, hein, qui revêtent des structures très différentes et variées, qui, elles, se disent, en fait, c'est génial, quand on fait du marketing, ça collecte plein d'argent, on gagne plein d'argent, on arrive à faire plein de trucs, donc on est autonome, on décide, et le marketing, c'est absolument génial, c'est une technique magnifique de vente, et donc je vais utiliser le marketing. Donc je m'assois un peu sur l'information, je vais essayer d'enjoliver un peu mon histoire, comme le font très bien les marques, et on assiste à un glissement de ce qu'on appelle le glissement des conventions, avec le monde de l'entreprise qui glisse de plus en plus vers l'information, le plaidoyer. Vous avez des marques aujourd'hui qui font du plaidoyer, et des organisations non gouvernementales, des initiatives, des mouvements de citoyens, etc., qui s'embarquent très gracieusement vers plus de marketing, avec toutes les techniques de marketing. Et ce glissement de convention, vous avez au milieu des donateurs, des électeurs, des auditeurs, etc., qui disent « mais on ne comprend plus rien ». On ne sait plus qui est qui. C'est qui me parle, en fait? C'est un homme politique, c'est un média, c'est une entreprise. C'est quoi cette confusion des gens? Or, le mot communication génère une confusion parce qu'on ne sait plus ce qu'on y met. Derrière, il y a des tas de métiers. Un journaliste, ce n'est pas un community manager. Ce n'est pas le même métier. Ce sont deux métiers différents.
et chez des créatifs, un copywriter, c'est pas un directeur artistique, c'est pas la même chose. Donc la confusion génère aujourd'hui une confusion dans le public qui va balayer d'un revers de la main en disant les politiques tous les mêmes, les médias tous les mêmes, tout ça c'est de la fake news, c'est du complot, c'est du machin, mais la responsabilité elle nous incombe à nous. C'est dans nos métiers qu'on doit porter une transparence, une déontologie, une éthique qui montre bien qu'on n'est pas tous pareils, on ne fait pas tous les mêmes métiers. Or, cette confusion qui se généralise est extrêmement dommageable, à mon avis, pour les métiers qu'on pratique tous et que vous allez pratiquer tous demain. Elle est indispensable. J'ai même un copain journaliste qui me disait bah, « Tu sais comment on fait les RP aujourd'hui ?» C'est pour la blague. Hein. Il me dit bah, « À une époque, ton époque, on envoyait des communiqués de presse, hein, et puis après, on fait un peu de tweets et tout. » Non, 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 non. Aujourd'hui, les entreprises rachètent les médias. Ça va plus vite. C'est blague ou pas blague, mais c'est la réalité. Donc on peut se poser la question de à quel point les entreprises ont pris conscience du caractère indispensable de l'information pour leurs consommateurs, hein, c'est parce qu'elles ont une finalité qui est de vendre des produits, versus la société civile qui est incapable de produire aujourd'hui une information, et on le voit dans les études que l'on fait, qui est crédible auprès des populations auxquelles on s'adresse. C'est-à-dire que quand Amnesty International communique, quand la Croix-Rouge communique, quand l'UNICEF communique, etc., c'est déjà 3 acteurs qui n'ont absolument pas du tout les mêmes statuts, qui ne représentent... L'UNICEF, c'est l'ONU. Ce n'est pas une ONG, c'est l'ONU. Donc la Croix-Rouge, ce n'est pas une ONG non plus. Dans le public, ce sont des ONG. Tout ça, c'est la bonne cause, c'est super, etc. Mais l'axe militant derrière n'a rien à voir. MSF n'est pas un représentant de l'État. Hein, n'est pas un prestataire de services de l'État. Or, toutes ces confusions qu'on laisse passer parce que ça arrange bien tout le monde, notre sentiment, c'est qu'un jour, on va le payer très très cher. Parce que si les donateurs ne font plus confiance, ou les militants, les activistes ne font plus confiance aux structures de la société civile, c'est la cata. Voilà. Et pensez bien qu'à Nuit debout, il n'y avait pas d'ONG. Hein. Il n'y avait pas d'ONG à Nuit debout. Donc dans les initiatives citoyennes, y compris à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les ONG, elles n'étaient pas welcome. Hein. Ouais. Il faut y penser quand même. Hein. Ouais, ok. Nourrir un peu la réflexion sur la notion de com. Non, mais ça me donne l'occasion de taper un peu sur les ONG. Non, parce que je suis sûr, si on fait un sondage ici, tout le monde dit alors qui est-ce qui est éthique et qui est-ce qui n'est pas éthique. Alors une ONG, c'est éthique? Bah oui. Une entreprise, c'est éthique? Bah non. Voilà. Bah, en fait, pour avoir été associé, pour avoir géré dans ma vie professionnelle un cas qui m'a vraiment interpellé sur la question de l'éthique, je fais très vite parce qu'on ne va pas y passer des heures, mais juste pour montrer comment, et tu le confirmeras sans doute, une ONG peut avoir un agenda politique et considérer que la fin veut les moyens. C'est Greenpeace contre l'État français dans l'affaire du Clémenceau. C'est pas si vieux que ça, mais enfin, pour ceux que ça intéresse, je vous invite, il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, où effectivement, on a bien vu que pour des raisons idéologiques, un schéma de relations nord-sud sur le démantèlement de bateaux avait été jugé inacceptable par cette ONG. Si on creuse le cas, on voit en plus comment elle a pu être un petit peu pilotée, actionnée par des intérêts qui n'étaient pas du tout autour du travail des Indiens qui démantèlent à main nue les bateaux qui continuent d'arriver sur la baie d'Alang, et comment, dans cette communication-là, l'éthique était une vraie question. Est-ce que c'est l'État français qui avait considéré qu'on pouvait valoriser cette coque en l'entraînant, en la tractant jusqu'en Inde pour qu'elle y soit démantelée avec, avec l'obligation pour le chantier qui allait être mandaté d'accepter de travailler selon des normes de sécurité les meilleures pour les travailleurs indiens, et donc de créer une filière de démantèlement plus respectueuse de l'environnement et des travailleurs, plutôt que de laisser faire les choses comme ça. Greenpeace a considéré que non, cette coque était un déchet, donc ne devait pas sortir des frontières de l'Union européenne et devait être
démantelés dans les frontières de l'Union européenne, ce qui coûte énormément cher et a beaucoup moins de valeur, puisqu'on récupère l'acier qui a moins de valeur en Europe qu'il n'en a dans des pays ou dans des zones du monde où il y a besoin beaucoup plus de construction, etc. Et donc, je ne rentre pas dans le détail, si je ne suis pas assez clair, dites-moi, je préciserai, mais l'idée là derrière, c'était d'empêcher ça parce qu'il n'était pas question que se développe cette filière. On peut considérer qu'en effet, les pays et les zones et les unions doivent gérer leurs déchets dans les frontières de leur... pourquoi pas. Mais ce qui m'embête quand même beaucoup, c'est que le Clémenceau a fait demi-tour et est revenu en Europe, où il a traîné pendant des années au large du Royaume-Uni. Et quand le Blue Lady, nouveau nom du Norway, nouveau nom du paquebot France, est allé s'échouer sur les plages indiennes, Greenpeace n'a absolument pas trouvé que c'était inacceptable. Donc je peux vous assurer que les bateaux continuent à aller se faire démanteler à main nue. L'État français, qui avait pensé pouvoir faire quelque chose qui allait, de manière un peu vertueuse, créer une filière propre de démantèlement des navires, eh ben, a été arrêté par Greenpeace. Bon, c'est un cas qui montre que quand on réfléchit en termes d'éthique, attention à ne pas rester sur des a priori, sur ce qui serait bien, ce qui ne serait pas bien, ce qui serait bien de certains acteurs et moins bien venant d'autres. Parfois, et pour travailler pour un grand nombre d'entreprises, je peux vous garantir que même s'il y a de temps en temps des petits soucis et qu'on doit gérer la crise ou la prévenir, il y a énormément de choses extrêmement vertueuses qui sont faites. Parce que de toute manière, ces grandes entreprises, si elles ne font pas vraiment bien les choses, un jour ou l'autre, elles vont s'y reprendre. Et il y a plus de règles éthiques qui concernent la communication des entreprises qu'il n'y a de règles éthiques qui concernent la communication du non-profit. C'est-à-dire que grosso modo, une entreprise, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut en termes de communication, pour faire court. Côté non-profit, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites grosso modo ce que vous voulez. Et plus c'est provoquant, à la limite, mieux ça marche. Donc, dans une logique comme celle qui vient d'être faite, vous imaginez bien que une ONG, que ce soit Greenpeace ou que ce soit une autre, a des objectifs de visibilité, de notoriété, d'attractivité, etc. Donc, une opération comme le fait Greenpeace, qui est une ONG de plaidoyer et de com, son action passe par de la com. Sauter en parachute ou en aile volante sur le CLEM, c'est une opération de communication. Bloquer une centrale nucléaire avec des militants, c'est une opération de communication. C'est ça qui attire les médias. Donc la problématique éthique qui se pose immédiatement aux ONG, c'est est-ce que leur pratique communicationnelle est éthique? Est-ce que c'est éthique de faire ça ou pas? Est-ce que c'est à des fins de lutte contre le nucléaire, de changement climatique, ou c'est juste parce que vous voulez faire grimper votre notoriété? Parce que faire grimper un taux de notoriété pour un publicitaire comme nous, c'est ultra facile, hein. Vous descendez en vélo les Champs-Élysées, à poil, votre taux de notoriété il va monter tout de suite. Vous racontez, Jérémy Star, c'est quoi? C'est un type qui, il le dit lui-même, il raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il devient une star. Mais en se mettant à poil sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'il a commencé. Et il le dit lui-même. Donc, gagner en notoriété, c'est pas compliqué pour des gens de la com, c'est très facile. Gagner en visibilité, c'est super facile. Le faire dans des règles de l'art, dans des conditions que tout le monde connaît, etc., dans des espaces qui vous sont donnés, c'est une autre histoire. Maintenant, nous, c'est ce qu'on critique de façon très, très ouverte, donc je me sens très à l'aise avec la critique des ONG, c'est que leur espace d'expression aujourd'hui est devenu tel que vous n'avez plus de garantie sur l'éthique de la communication des ONG. Tout le monde peut vous embarquer sur tout et n'importe quoi, sur les violences faites aux femmes, sur Balance ton port, sur le tribunal public des uns et des autres, il n'y a aucune règle. Or, le tribunal populaire, pour moi, c'est juste pas possible. Hein. On est dans un pays de droit. Hein. Oui, c'est-à-dire que il y a une justice. Soit on croit à la justice et la justice doit se mettre en route, mais le tribunal populaire qui se fait par texto, par hashtag, etc., les ONG en abusent énormément. Moi, je suis désolé, je ne cours pas avec cette meute-là. Des fois, on est un peu obligé de le faire. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas sérieux de se jeter l'opprobre sur des gens sans passer par des systèmes qui sont les systèmes de justice. Il y a un droit de la guerre.
Il y a des conventions internationales, il y a des plateformes internationales, il y a des diplomates, il y a des gouvernements. On est dans des pays de droit, il faut que ce droit s'exerce. Essayer de le court-circuiter, c'est une grande irresponsabilité, parfois de la société civile. Hein. Sur ce point-là, peut-être, je dirais que, on est pris, et vous, étudiants en communication, professionnels de la communication, on est vraiment pris dans cette tension entre une volonté de médiatisation qui fascine, obsède tout le monde, et un refus des médiations qui sont des médiations structurantes, organisantes, qui calment le jeu, qui organisent le jeu, des relations, des échanges, des messages, de la crédibilité des acteurs, de la légitimité des discours, etc. Et donc, beaucoup trop de médiatisation et trop peu de médiation, c'est ce dont on pâtit, enfin, aussi en grande partie. Donc, la réhabilitation et l'explication, enfin, de la fonction des médiations, des médiateurs, des instances de médiation, est vraiment quelque chose de très important à mener. De salut public. C'est la réponse à la question de tout à l'heure sur l'avenir des métiers. C'est effectivement le fait de remettre de la médiation professionnelle là où effectivement les choses s'emballent. D'accord, écoutez, merci beaucoup tous les trois pour ces réponses. On va passer maintenant au deuxième tour, donc, où les personnes dans le public vont pouvoir peut-être vous poser quelques questions si elles en ont. Sur ce qui vient d'être dit, Inès ? Oui, ok. Oui, bonsoir, j'avais une question pour Monsieur Billet. Est-ce que chez WeAgency, vous avez des critères de refus de clients? Et est-ce que vous vous renseignez avant sur les entreprises et sur leur éthique pour accepter de travailler avec eux? J'aimerais vous dire oui, bien sûr. En vérité, non, parce que est-ce qu'on a des critères? Oui, j'ai tendance à dire un peu ceux de l'équipe de direction qui, à un moment, vont considérer que c'est souhaitable ou pas souhaitable de répondre à un appel d'offres, par exemple. Ça m'est arrivé, j'ai été approché il n'y a pas très longtemps par un opérateur financier qui emmène un peu tout et n'importe qui veut spéculer sur des marchés extrêmement dangereux où des gens perdent des fortunes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez peut-être. Et j'ai dit non, on n'y va pas. Donc voilà une première manière. Une autre manière de faire, c'était le fait d'accepter qu'une consultante ne travaille pas sur un dossier pour l'acceptation des OGM. Voilà, donc ça, bon bah ok, on respecte, tu ne veux pas. Ouais, elle dit moi les OGM jamais. Bon. Dit d'accord. Nous on a pris le client quand même, mais parce qu'on s'est mis sur une stratégie qui a été acceptée et qui nous semblait éthiquement acceptable, qui consistait à dire rejeter sans débat, c'est aussi bête que de donner un chèque en blanc à des entreprises, des biotechnologies. Donc il y a besoin de jouer ce rôle de médiateur. Si on peut faire ça et être payé pour ça, finalement, on prend le client. Donc ça, voilà. Et puis après, c'était quoi déjà? Est-ce que... Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est la question importante parce que pour nous, conseil, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas la capacité, on n'a pas le savoir, on n'a pas les moyens de vérifier que ce que les clients ou les prospects nous disent est réel. Et donc, on est un peu embêté parce qu'on peut se retrouver avec... alors, c'est rarement le cas, heureusement, parce que le mensonge n'est pas si fréquent que ça, heureusement. Mais on n'est pas capable de vérifier que si, par exemple, typiquement Volkswagen serait venu me voir pour me dire est-ce que vous pouvez nous aider à valoriser le fait que nos diesels sont moins polluants? J'aurais dit oui, avec plaisir. On n'était pas capable d'aller vérifier que les tests étaient mal faits, que les chiffres étaient bidonnés, que les conditions... Voilà, c'est un petit peu la limite de notre capacité à être en sécurité nous-mêmes. Et d'ailleurs, au sein de l'association professionnelle et globalement des organisations professionnelles, on essaye de faire valoir le statut de conseil
qui ne peut pas être comment dire, poursuivi en responsabilité sur des choses qui lui échappent parce qu'on n'est juste pas capable de vérifier les données qui nous sont communiquées par les clients en termes d'allégations santé, en termes de tests, etc., de performance, quelle qu'elle soit. C'est un peu la limite. Mais oui, nous, professionnels, on a réellement un souci de ne pas se trouver embarqués dans des sujets glissants où il faudrait vraiment qu'on soit vraiment... même d'ailleurs, je crois que même si on avait plus de clients ou pas d'argent à la fin du mois, je crois qu'on n'accepterait pas ça parce que c'est pas possible de vivre ça sur le plan personnel. Et puis, d'un point de vue plus compliqué, je termine juste, je ne vais pas être trop long, mais sachez qu'avant de reprendre We Agency, j'ai été 12 ans le patron de Hill & Knowlton Paris, réseau bien connu de relations publiques, notamment pour quelques faits d'armes en faveur du tabac, puis en faveur du déclenchement de la guerre du Golfe. Voilà, donc moi, j'y étais pas. Mais quand on arrive et qu'on endosse les couleurs d'une agence prestigieuse fondée en 1927 et qui a connu quelques déboires et traîne quelques casseroles, comment on vit ça sur le plan éthique, c'est aussi une question. Donc c'est vrai que ça avait beaucoup travaillé, si je puis dire, les dirigeants qui ont repris la main après ces faits absolument non éthiques. Et donc des règles avaient été édictées de manière à ce qu'en effet on ne travaillait plus pour ci, on ne travaillait plus pour ça. Si on était approché par exemple, une ambassade, comme ça m'est arrivé dans une affaire un peu compliquée, j'en ai référé immédiatement pour dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Donc je vérifiais quand même que c'était acceptable, au cas où moi-même, je n'ai pas été en capacité de répondre. Voilà. Quand même un revirement de carrière un petit peu du coup, puisque vous avez quand même commencé en tant que chargé de communication chez le comité français contre la faim, oui, c'est ça. Absolument. Ouais. Bah, c'est un peu le hasard des parcours, en vérité, qui m'a conduit en effet à rejoindre en tout début de carrière, pendant 1 an et demi, une association humanitaire dans laquelle j'ai vu des choses qui aussi m'ont un peu déplu. Voilà, donc comme quoi je me suis dit que c'était pas pour moi. C'est un secteur qui me pose des questions éthiques. Alors voilà, donc j'ai une petite... parce que je suis peut-être trop en attente d'une forme de pureté de l'engagement et du combat pour être un peu critique face à ces très grosses organisations qui à l'époque avaient des frais de structure, des dirigeants qui vivaient plutôt pas mal l'heure du déjeuner. Voilà, donc ça, moi, jeune professionnel, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à voir des choses, autant être dans le monde du business, du capital et assumer les choses. Voilà. Donc, effectivement, j'ai pris du champ. Et quand je me rapproche d'organisations humanitaires ou d'entrepreneurs sociaux et solidaires, alors je fais attention à qui je fréquente et quels sont mes engagements. Mais je sais que ces contre-pouvoirs sont absolument indispensables et je me félicite que L214 aille embêter Michel et Augustin. Voilà, je trouve ça bien. J'ai plus de bienveillance pour des petites organisations très légères, si je puis dire, et un peu moins multinationales de la vertu. D'accord, très bien. Donc on va passer aux grandes thématiques un peu du... Oui, une question. Oui, bonsoir. Alexandre Pache, agence Eco & Co et association pour une communication plus responsable. Tout ce que vous avez dit est très, très juste, très intéressant. J'ai noté plus personne n'est dupe. Le problème, c'est que plus personne n'est dupe, que les entreprises, quand elles font des choses pas bien, elles se font prendre. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'aller dans la communication responsable. Mais je voudrais juste ajouter une chose, mais c'est que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour la créativité. C'est une très bonne nouvelle pour l'innovation. La communication, on le sent bien.
tourne en rond. On a l'impression de voir à la télé les mêmes films pour les mêmes crèmes anti-âge qu'on a vues il y a 30 ans. Donc, il y a une formidable... Et d'ailleurs, les prix aujourd'hui récompensent des campagnes d'intérêt général, récompensent des campagnes sur l'environnement, et c'est plus les films voitures, c'est plus les crèmes, c'est plus... Donc, alors, il y a en ce moment, et peut-être ça intéressera les étudiants, il y a une étude qui a été faite, il y en a plusieurs d'ailleurs, des benchmarking, donc des comparaisons dans le monde entier, sur les meilleures campagnes de communication responsable, les plus innovantes, qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, qui utilisent beaucoup les nouvelles technologies. Et là, il y a une mine d'idées et de créativité. Et donc, la communication responsable, on peut en parler sur un plan théorique, mais on peut aussi la pratiquer et en faire des travaux pratiques. Et c'est très riche et très intéressant. D'accord. Donc, du coup, on va pouvoir... Merci pour... du coup, pas une question, mais une affirmation qui est une parfaite transition vers le premier thème du deuxième tour, donc qu'on a laissé volontairement très vague, juste pour entendre votre opinion sur la question. Greenwashing versus RSE. Allez, vas-y. On peut s'amuser là-dessus. Je pense qu'on n'est même plus au greenwashing, on est à l'ethical washing en fait. Et qu'aujourd'hui, on est même passé de l'éthique à l'esthétique. L'éthique, c'est très esthétique. Et donc, on retrouve des ONG qui sont des parangons de vertu, des marques qui sont des pareils, qui arrivent à mettre en exergue on va dire quelque part leurs avantages éthiques. Mais bon, déjà, il y a des lois. Il y a des décrets, il y a des obligations. Ça peut devenir un argument marketing, mais la redevabilité fiscale, c'est pas au choix. C'est pas au choix. Payer ses impôts, c'est pas au choix. Et donc, on pourrait vous dire, ah oui, mais toi, t'es super éthique, super bien, machin. Dis donc, tu payes tes impôts et tout, et tu payes ton parking en plus. Bah oui, quoi. Et puis quand quelqu'un tombe dans la rue, tu le ramasses. Bah oui, je l'aide à se relever, quoi. Donc je peux en faire une campagne de pub pour dire on est formidable, qu'est-ce qu'on est géniaux, etc. Mais enfin, c'est juste normal. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc le risque de la communication et de ce greenwashing, à mon avis, on est beaucoup plus loin, c'est de trouver tous les arguments pour vous laisser à penser que vous êtes quelqu'un d'absolument, ou une marque absolument formidable. C'est-à-dire, je peux vous trouver tous les arguments possibles, y compris pour une ONG, pour un individu, etc. La problématique du greenwashing, qui était l'éco-blanchiment et l'idée de se rendre plus vert qu'on ne l'était, ça date de l'Ocha Machine, qui était en fait catastrophique en termes, voilà, les phosphates, etc. La publicité, si vous voulez, il n'y a pas de publicité mensongère en tant que telle. C'est la publicité, elle améliore la réalité de ses composantes les plus sympathiques. Elle ne va pas vous parler de ce qui ne va pas. Donc, elle est toujours sur un ressort problème-solution. Donc, vous savez, c'est-à-dire, vous lavez votre évier, ça raye. Hein. Donc, je vais vous amener la solution avec quelque chose qui ne raye pas. Vous avez un problème anti-âge, voilà, il y a des rides, je vais vous donner la solution. Alors, vous avez des cheveux frisés, je vais vous donner un shampoing cheveux frisés. Problème-solution. D'accord ? Donc, on n'est pas sur une dévalorisation de l'avantage, on est sur une sublimation de l'avantage à l'utilisation. D'accord ? Dans l'intérêt général, la citoyenneté, etc., on est complètement à l'inverse, on n'est que dans les problèmes. On n'est que dans les problèmes. Changement climatique, racisme, xénophobie, lutte contre la faim, accès à l'eau, violence sexuelle, violence faite aux enfants, etc. Ce n'est pas une illusion du bonheur, c'est la catastrophe permanente. Et toutes les ONG travaillent sur des éléments catastrophiques. D'accord ? Ces éléments catastrophiques ont créé, avec les mêmes ressorts que la publicité, une illusion du malheur. C'est-à-dire que je peux vous dire que la petite mamie qui est toute seule pour les petits frères des pauvres, l'iconographie de la solitude pendant l'été, vous l'avez bien en tête, vous savez de quoi il s'agit. La prostitution chez les étudiants, il n'y a pas d'iconographie. C'est un sujet, c'est un sujet, c'est pas un sujet, les médias en parlent, ils n'en parlent pas, etc. Et si je devais en parler, comment je le représente ? C'est quelle image je montre ? L'éthique, elle commence là. C'est qu'est-ce que je montre pour parler d'un sujet qui n'est pas montrable. Les violences faites aux femmes,
Comment je fais une campagne de com sur les violences faites aux femmes? Je montre quelqu'un qui est violenté, je montre quelqu'un qui a le visage défoncé, je fais quoi? Alors, montrer une crème anti-âge et son efficacité avec les principes actifs, sans aucun problème, je sublime l'avantage. Maintenant, quand il faut que je parle du désastre, je fais comment pour le faire? Je peux faire de la disruption, de la provocation, je peux chercher justement à montrer l'immontrable. C'est-à-dire que pour sensibiliser les individus, je vais montrer l'immontrable. Donc pour moi, le greenwashing, il est totalement dépassé aujourd'hui. C'est-à-dire que se repeindre en vert, aujourd'hui, il faudrait être complètement stupide. Ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est sur de l'ethical washing. Et l'ethical washing, il touche tout le monde. C'est comment je vais aujourd'hui laisser considérer à mes donateurs que je suis une ONG extrêmement respectable, que je suis une marque extrêmement respectable. Est-ce que je le suis vraiment ou pas? Mais je vais vous donner tous les éléments qui sont sur la santé, sur la finance, sur la morale, sur la publicité. C'est-à-dire je vais veiller à ce que ma publicité ne heurte pas les individus, etc. Je vais vous donner au moins 5 thématiques dans lesquelles la culture ne rentre pas aujourd'hui, mais 5 thématiques à peu près, sur lesquelles je peux vous présenter une organisation de façon à l'ethical washing. C'est-à-dire que vous allez voir l'entreprise ou la structure de façon absolument valeureuse. Donc on n'est plus pour moi dans le greenwashing, c'est un des éléments, mais on est vraiment dans l'ethical washing. Je rebondis, oui, sur ce point du greenwashing. Alors, ce qui a quand même beaucoup fait pour le recul du greenwashing, c'est le Grenelle de l'environnement. Donc, très clairement, on voit alors là la question de la régulation, la question de l'impulsion, la question de la médiation institutionnelle, publique en l'occurrence, qui a réorienté les pratiques publicitaires et de communication institutionnelle aussi, dans le sens d'une plus grande vigilance dans le maniement de cet argument environnemental. Donc la question n'est pas totalement réglée, mais quasiment. Et je regardais encore, je n'ai pas la source sur moi, mais l'ADEME, l'Agence de défense de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, fait régulièrement des études sur ce point-là. Et globalement, entre 2006, donc un an avant le Grenelle de l'environnement, et 2016, c'est il n'y a pas longtemps, les publicités recalées par ex-BVP, désormais ARPP, Autorité régulatrice des pratiques publicitaires, on est passé de 60% d'acceptation des publicités déposées à 90% ou 92%. Donc effectivement, le greenwashing est réglé, mais pas forcément par déontologie, ni par la loi du marché, mais aussi par l'intervention publique et de la régulation publique. Donc ça, c'est un point qui me permet d'enchaîner sur le deuxième, qui me semble en communication toujours délicat à manier, c'est-à-dire quand une entreprise ou quand une organisation, quelle qu'elle soit, publique ou privée, agit conformément à la loi, c'est-à-dire sur le plan managérial ou sur le plan de la production ou sur le plan de ses ressources ou de ses fournisseurs, etc. Est-ce qu'il faut communiquer sur cela, qui est une activité normale, ou est-ce que le champ de la communication, c'est le supplément légal, c'est-à-dire le plus à côté, en plus de l'obligation légale? Non, moi j'ai un point de vue. Un point de vue à défaut de la réponse, mais effectivement, la responsabilité commence, la RSE commence au-delà de l'obligation légale et de la contrainte réglementaire, parce que, comme tu le disais, respecter la loi, c'est bien le moins. En revanche, communiquer sur des choses qu'on fait, qui sont dans la loi, mais qu'on fait d'une certaine manière, avec une approche particulière, une singularité d'entreprise, ça, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Alors oui, je suis d'accord que la question éthique peut se poser, de se dire est-ce que c'est normal de se vanter ou de revendiquer une action, des principes respectueux de la loi. J'ai tendance à penser que oui, si ça vient typer une marque, une entreprise, bref, un émetteur de communication qui veut se donner à voir d'une certaine manière. Après,
effectivement, c'est dans la dimension mensongère ou dans la dimension exagérative qu'il peut y avoir question. Mais autrement, on ne fait plus de communication du tout. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à voir, alors effectivement, ça va être compliqué. Donc je pense que la limite, elle est là. Elle est dans la capacité à ne pas être dans une exagération qui serait une vantardise mensongère. Ouais. Mais moi, ce que je conteste, c'est d'essayer de présenter la normalité comme quelque chose d'exceptionnel. C'est ça que je conteste. C'est-à-dire que qu'on vante les mérites d'un produit dans son caractère exceptionnel, j'ai aucun problème. Mais c'est la normalité. C'est-à-dire c'est comme si on faisait une publicité pour dire « je m'arrête au feu rouge ». Ben oui, tu t'arrêtes au feu rouge, quoi. C'est pas exceptionnel, c'est juste la règle, c'est normal. Donc ça ne devient pas, si vous voulez, un avantage compétitif à utiliser ou concurrentiel. Et le deuxième point, tu parlais de Volkswagen tout à l'heure, le glissement du greenwashing à l'ethical washing, c'est typiquement ce qui se passe chez Volkswagen aujourd'hui. Hier, greenwashing, aujourd'hui, des singes sur lesquels on teste les pots. C'est éthique ou c'est pas éthique ? Est-ce que je peux conduire une voiture dont je sais que des animaux... Avant, c'était les cosmétiques. Hein. Là, c'est la voiture. Quand on voit les photos, on prend peur. On a l'impression de se retrouver sous l'ère du Troisième Reich. Donc, c'est terrible, en fait. C'est abominable. Et en même temps, on peut très bien avoir une publicité pour dire « Oui, le changement climatique, je vais vous prendre des photos de la voiture dans un environnement vert, avec les animaux, dans un zoo, je vois les girafes, les lions, etc. » Ça, c'est la pub, d'accord ? La réalité, elle est tout autre. Et c'est là où je dis on glisse du greenwashing, c'est-à-dire qui est dans son élément de représentativité créatif, sur lequel le BVP, la RPP, etc. sont intervenus en disant il ne faut quand même pas exagérer pour vendre votre voiture de mettre des girafes et de mettre la voiture dans la savane en disant que tout va bien. Là, on est dans une étape après. L'étape après, c'est est-ce que je peux, moi, constructeur automobile, déclamer que j'ai une voiture propre en ayant testé ma voiture sur des singes. Ça, c'est un vrai problème. Et il est le même pour Coca. Moi, j'ai travaillé pour Coca. D'un côté, vous pouvez avoir des déclarations sur Coca lutte contre l'obésité, et puis de l'autre côté, financer le lobby du sucre. Donc, la question, elle est plus publicitaire, elle est plus liée à la communication, elle est liée à l'éthique de la structure, de ses dirigeants, qui pose des problèmes aux communicants. Parce que comme tu disais tout à l'heure, moi, voilà, je suis une ONG, je vais voir une agence de pub pour me faire de la com sur les spéculations alimentaires, et puis je m'aperçois qu'en même temps, c'est les mêmes qui travaillent pour Monsanto. Je dis, j'y vais pas. Mais en même temps, ils m'offrent tout. Ils m'offrent les films, ils m'offrent les médias, ils me font la création gratuite, ils me font tout. C'est génial, peut-être même à la sortie, j'ai un prix. J'y vais ou j'y vais pas? Je suis handicap international. Mais les questions sont très précises, si vous voulez. On n'est pas dans un délire intellectuel de dire où se trouve l'éthique. Je m'appelle handicap international. Je lutte contre les bombes à fragmentation, bombes à son munition. Mon travail, c'est de lutter contre les dégâts des armements. D'accord? Je fais une magnifique campagne de communication. Je la passe chez Dassault ou pas? Dans les médias de Dassault ou pas? C'est ça la réalité. Monsieur Page, je souhaite peut-être rebondir là-dessus. L'éthique, elle se pose là de façon très très concrète. Si vous voulez, on vous offre des espaces de publicité. Où je suis, c'est le cas des médias de Bolloré aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes dans des associations qui sont des associations qui luttent en Afrique sur un certain nombre de choses et qui, à un moment donné, vont faire de la communication chez les gens, dans les entreprises qui sont propriétaires des gens qui dénoncent. Vous dites, je ne sais pas si un journaliste de TF1 peut vraiment dénoncer les activités de Bouygues ou de je ne sais pas, c'est compliqué pour un journaliste. C'est compliqué pour une association aujourd'hui, dans l'espace médiatique actuel, de se dire, mais comment je vais faire pour porter les messages que j'ai apportés? Comment je fais? Et si je suis en plus financé par des États, par des gouvernements, etc., alors, est-ce que je parle? Est-ce que je ne parle plus? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Etc. Donc, si vous voulez, la problématique éthique, hein, là j'en reviens même à la RSE. La RSE, c'est une norme. C'est même plus un problème éthique aujourd'hui. Hein. C'est une norme. Donc, pour moi, on est vraiment, si on parle de l'éthique, on est dans une définition qui est très mouvante et sur lequel il faut la ramener sans arrêt à des faits concrets. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ce que fait la bioéthique, vous parliez du biomédical, etc., c'est sur des faits concrets. Il s'est passé là. La fin de vie, ça démarre où? Ça finit où? C'est quoi cet espace-temps
Quand on parle de fin de vie, par exemple, la vie commence où? Ça, c'est des vrais sujets, c'est très concret, hein, c'est pas des délires intellectuels, je veux dire, hein, pour le plaisir. Hein. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Une question ou des remarques, peut-être, sur ce qui vient d'être dit? D'accord. Très bien. Un petit détour, allez, puisque nous sommes à la Sorbonne pour replacer les choses, enfin l'actualité dans le temps long et dans l'histoire longue et dans l'expérience humaine de ces problèmes, de ces dilemmes, de ces questions difficiles. Il a existé pendant des siècles quelque chose qui n'existe plus et dont les jésuites, dont l'enseignement a toujours porté ses fruits quand même de façon extraordinaire, toute cette tradition qu'on appelait la casuistique. La casuistique, c'est l'étude de cas. Donc c'est l'étude de cas de conscience. Alors les cas de conscience par le passé étaient différents des cas contemporains, mais c'est la même problématique qui se discute, s'examine, s'évalue. Donc il y a toute une tradition délibérative, si vous voulez, à plusieurs en général, parce que c'est souvent plus stimulant, plus fructueux de délibérer à plusieurs sur un cas de conscience. Mais ces choses-là n'ont pas disparu. Une casuistique professionnelle maintenant, et pas forcément liée à des pratiques religieuses. Non, mais pour rebondir là-dessus et sur l'avenir peut-être, ou la manière dont les communicants peuvent répondre à ces questions éthiques, on n'y est pas forcément encore, mais effectivement, ce que dit Nicole est certainement une voie, c'est-à-dire proposer un travail sur un sujet spécifique avec une ONG spécialisée qui va apporter sa compétence. Donc, ne pas chercher à aller acheter le logotype du WWF pour mettre le petit panda sur le catalogue, mais plutôt rentrer dans un travail coopératif avec l'ONG qui apportera son expertise et son regard sur des questions d'approvisionnement, des questions de tests sur les animaux, etc. etc. Et donc, essayer d'avancer vers plus d'éthique dans une démarche où la communication n'est plus une externalisation, une publicisation des choses, mais un mode opératoire. Une construction porteuse de communication parce que porteuse d'une démarche elle-même empreinte de plus d'éthique ou de plus de coopération. Et je pense vraiment que les formats relationnels sont des formats qui justement peuvent prendre le relais de communication qui sinon arrivent un petit peu, je dirais, d'en haut vers le bas avec des questions qui restent sans réponse puisqu'effectivement, soit on ne sait pas, soit on s'émeut quand on le sait, mais que faire et donc on se retrouve dans des dilemmes compliqués qui ne peuvent pas être vivables pour des consommateurs par rapport à des besoins de consommation. Donc il faut bien régler ça, autrement l'éthique devient une forme de poison, alors que c'est franchement pas ce que ça doit être. Donc il y a vraiment là quelque chose qui, s'il ne s'est pas réglé, est terriblement contre-productif pour les entreprises, qui ne peuvent pas durablement rester dans une opposition, une contestation. Elles doivent pouvoir trouver des consommateurs, des supports, des financements, etc. Donc elles ont besoin, en effet, de répondre à ces questions. Je pense vraiment que la meilleure manière d'y répondre, c'est de travailler sur l'éthique elle-même plutôt que de chercher à la communiquer. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup pour vos réponses à chacun. On va être obligé de libérer l'amphi. Puis merci à vous tous dans le public d'être venus. Vous êtes déplacés ce soir.